Moi, je suis gêné, mais je vais couper court à ça aujourd'hui. C'est moi qui ai dit que le président Laurent Gbagbo est mon père. Et là, les Ivoiriens nous écoutent, et tous. Moi, beaucoup de murmures me sont parvenus aux oreilles, me disant de manière répétitive que le président Gbagbo n'est pas content. Sur ce plateau, sans même chercher à savoir ce que j'ai fait, je lui demande. À la gauche ivoirienne, est-ce que la première étape, ce n'est pas déjà de se parler, de convenir d'une démarche commune, et puis ensuite de l'adopter, de la suivre ensemble, de sorte qu'il y ait une addition des dynamiques pour qu'en face, le pouvoir se retrouve face à un bloc soudé. Pour cela, il faut qu'il se parle. Charles Blé Goudet, justement, depuis votre retour, vous et le PPACI, vous n'êtes pas forcément en odeur de sainteté. Non, on ne va pas mélanger les choses. On ne mélange pas les choses. Non, c'est une transition pour vous à mener sur la question qu'il a évoquée. Dites-nous, allez-y. Ici, on parle de personnalités politiques C'est cela. qui ont été exclues de la liste électorale. Que faire? C'est ça la question. Moi, je fais une gestion par objectif. Je fais une gestion par résultat. Je dis, hier, c'est une décision juridique. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Pourquoi les militants du PPACI sont sur pied de guerre? Avant-hier, ils n'étaient pas sur pied de guerre. Leur attitude aussi est une conséquence de la décision d'hier. Pour essayer de calmer tout cela, j'ai proposé, et je le propose, de demander au chef de l'État de prendre une décision, de rencontrer ses pairs, qui sont le président Bédié, le président Gbagbo. Ils vont se parler pour que cette décision-là puisse faire tomber l'atmosphère politique. C'est ce que j'ai dit. Et ça, il n'y a pas de contradiction sur ce point. Parce qu'il dit qu'il faut parler d'une même voix. La décision est tombée hier. La précipitation est source d'erreur. Et moi, est-ce que je dois parler du PPACI? Vous n'en savez rien. Avons-nous parlé hier? Vous n'en savez rien. C'est pour ça qu'on vous pose la question. Voilà, mais je ne répondrai pas à cette question. Pourquoi? Mais parce que je ne veux pas y répondre. Je pense que ce qui est important ici, c'est comment faire pour que le climat social puisse être apaisé. Charles Blé Goudet, vous ne manquez aucune occasion de rappeler que vous avez fait la prison avec le président Laurent Gbagbo. Votre relation personnelle avec votre mentor, votre père, comme vous l'appelez, évidemment, suscite beaucoup de réactions, beaucoup d'inquiétudes, parce qu'on a entendu dire que le torchon brûle, le torchon a brûlé, soit avec lui-même, soit avec ses partisans. Moi-même, quand vous m'avez reçu à La Haye, vous avez dit que le problème, c'était pas avec lui-même, c'était avec son précaré. Aujourd'hui, où en sommes-nous dans vos rapports? Est-ce que vous avez été reçu sans qu'on le sache? Est-ce que vous n'avez pas encore eu l'occasion de le voir? Comment les choses se passent aujourd'hui avec le président Laurent Gbagbo? Est-ce qu'on a fini avec le sujet de la radiation sur la liste électorale? Comme c'est vous qui dirigez le débat. Oui, bien sûr, chacun a donné son point de vue là-dessus. Donc maintenant, nous sommes sur les rapports, exactement. les relations entre le président Gbagbo. Tout à fait. D'accord. Cette question m'a été posée à plusieurs reprises. Absolument. Tout à l'heure, on parlait des questions électorales. On parlait des crises en Côte d'Ivoire. On parlait des problèmes qui concernent les Ivoiriens. Là où m'est ramené maintenant sur un problème de personnes. Moi, je suis gêné, mais je vais couper court à ça aujourd'hui. C'est moi qui ai dit que le président Gbagbo est mon père. Et là, les Ivoiriens nous écoutent, et tous. Moi, beaucoup de murmures me sont parvenus aux oreilles, me disant, de manière répétitive, que le président Gbagbo n'est pas content de moi. Sur ce plateau, sans même chercher à savoir ce que j'ai fait, moi je lui demande pardon. Un enfant ne cherche pas à avoir raison de son père. Je ne cherche même pas à savoir ce que j'ai fait. Quelqu'un avec qui j'ai fait la prison. J'ai traversé toutes ces difficultés. Ça n'a pas été facile. Je lui demande pardon. Je ne veux pas rentrer en conflit avec lui. Je ne veux pas. Je suis africain, je respecte les mots. Je ne veux pas. Je suis gêné, je lui demande pardon. Ceux qui peuvent aussi m'aider à lui demander pardon, qu'ils le fassent. Est-ce que, comme beaucoup le subodorent, le problème, c'est pas vous deux en tant qu'individu, le problème c'est l'entourage? Est-ce que c'est le sentiment que vous avez? Je ne veux même plus discuter de tout cela. Moi, je ne connais pas l'entourage. Je connais une seule personne, c'est Gbagbo Laurent. C'est avec lui que j'ai fait mon parcours. Quand j'étais en prison, je n'étais pas en prison avec un entourage. Quand la CPI me cherchait au Ghana, la CPI ne cherchait pas un entourage. La CPI cherchait Charles Blé Goudet. Quand l'ONU a condamné ici, m'empêcher de voyager, l'ONU n'a pas condamné un entourage. L'ONU a condamné Charles Blé Goudet. J'étais empêché de voyager. J'étais au Ghana. J'étais en clandestinité. Mais c'était pour qui? C'est pour le président Gbagbo. Je ne peux pas faire tout ça et rentrer en conflit avec lui. M. Delassouba, je lui demande pardon si je l'ai choqué. Professeur Dion? Oui, alors, je vais dire trois choses. Hein. Je vais tâcher de ne pas être très lent. Et je vais continuer sans me couper la parole. Allez-y. Je ne peux pas prétendre aller chercher la paix auprès des Ivoiriens et moi-même être en conflit avec celui que j'ai appelé mon père. C'est pas logique, c'est pas cohérent. Moi, je veux être cohérent avec moi-même. Je ne veux pas prétendre aller balayer tout le village quand mon propre peau est sale. Je demande pardon au président. Sans même savoir chercher qu'est-ce que j'ai fait. Ça, c'est le fils qui parle au père. Ce n'est pas le politique qui parle. Parce qu'on me dit souvent, oui, pourquoi il n'a pas dissous le projet? Je ne vais pas dissoudre le projet. Mais et si c'est la condition pour que votre père vous accorde son pardon? Je ne vais pas dissoudre le projet. Et si c'est la condition? Mes amis étaient ici pendant que j'étais en prison. Peut-être que si vous dissolvez le projet tout de suite, les choses vont se régler. Monsieur Delassouba, j'étais en prison. Quand des jeunes gens qui pratiquement n'avaient rien à manger ont gardé le projet. Ils étaient recherchés. Ils ont fait la prison. D'autres sont morts. Et je viens à Abidjan et je dissous le projet. Ça, je veux dire, ça c'est un autre terrain qui est politique. Mais vous avez parlé des relations entre le président Laurent Gbagbo et moi. Je dis, si jamais je l'ai choqué, sans même chercher à savoir qu'est-ce que j'ai fait, je lui demande pardon pour être en harmonie avec moi-même ma propre démarche. C'est ce que je voulais dire. Et je voudrais ici demander sur ce plateau, s'il vous plaît,
je ne répondrai plus à aucune question relative à ce sujet. Est-ce que vous pouvez me concéder ça? Oui, bien sûr, on a d'autres sujets de toute façon abordés. Professeur Dion, vous voulez réagir, allez-y. Alors, ma première réaction, ça sera que ce qu'il vient de dire, c'est ça qu'il doit dire. Il a fait 10 ans avec Laurent Gbagbo à La Haye. Le contact n'était pas seulement physique. Tout ce que Laurent Gbagbo lui a dit, tout ce qu'ils ont partagé, le sourire de Gbagbo qu'il a vu, les consignes de Gbagbo, les poignées de main, ça, personne n'a reçu ça de Gbagbo si ce n'est Charles Blé. La grande bénédiction que lui reçoit de Gbagbo, c'est le fait d'être resté avec Gbagbo pendant 10 ans. Et je pense que tous ceux qui vont être avec Gbagbo, jusqu'à ce que Gbagbo finisse la politique, ils n'auront pas cette grâce et cette bénédiction. C'est pour ça que je souhaite, et c'est ce qu'il vient de dire, qu'il n'y ait même plus de mots à l'endroit de Laurent Gbagbo qui est son père. Parce qu'il aura tout reçu. Pour moi, spirituellement parlant, lui, il a tout reçu de Laurent Gbagbo. C'est la première chose. La deuxième chose qui me ramène un peu à ce qu'on a dit. Tout à l'heure, j'ai dit que le mal, c'est la maladie, c'est pas le médecin. Il a identifié le mal, il a parlé des élections. Que les gens sachent que ceux qui ont fondé la démocratie sont partis du principe que le pouvoir est dangereux. Et parce que le pouvoir est dangereux, on ne le donne pas à une seule personne. On ne le donne pas à quelques personnes. On le donne au peuple. Et ce pouvoir-là, on ne donne pas cela à quelqu'un tout le temps. D'où la logique de l'alternance. Si on a compris ça, on est dans une démocratie dynamique. Mais c'est quand on a peur de l'alternance, quand on est dans la logique de « après moi, c'est moi », voilà toutes les difficultés que nous avons. Mais quand on est dans la logique de « après moi, c'est toi »,« après toi, c'est lui », mais vous verrez qu'on va mieux respirer en Afrique parce qu'un parti qui sait que le Ali Diarra président n'a que 10 ans à faire. Et après 10 ans, vous m'envoyez sourire, Je crois que je n'ai aucune ambition. On a tout entendu ça ici. Non, je suis très bien dans ma posture de journaliste présent pour l'émission. Allez, terminez, professeur Dion. Il faut qu'on adopte cette posture-là au point où c'est tellement risible de voir que commission électorale autonome, commission indépendante, mais un pays où tout fonctionne normalement, c'est le ministère de l'Intérieur qui organise des élections. 18h, on a fini les élections. 20h, on a les résultats. On passe. Professeur Dion, vous le dites comme s'il n'y aurait pas de risque de soupçon des mêmes partis politiques. Il dirait le ministre est membre du parti au pouvoir. Il y aurait encore des suspicions, professeur Dion. Il y a eu à certaines époques le ministère de l'Intérieur qui organisait les élections. Les mêmes partis d'opposition. Mais il s'agissait de consolider. Et quand on s'inscrit dans une tradition, c'est-à-dire que si on avait continué dans cette logique, on avait consolidé. Mais pourquoi on n'a pas continué? Parce qu'il y a eu des objections. Mais parce que aussi, je reviens à la question de l'alternance. Parce que aussi, il y a la volonté de perdurer. Je termine sur la troisième chose, sur la parole politique. Tout ce qu'on a entendu aujourd'hui, c'est une sorte de parole politique que moi j'encourage. C'est-à-dire que il faut savoir parler à ceux à qui on veut dire ou on veut demander des choses essentielles. C'est ce qu'il est en train de faire. Il dit, on veut gagner la paix. Oui, nous voulons tous gagner la paix et la réconciliation. Mais quand on veut gagner la paix, on se tient loin des extrêmes. La paix n'est pas un extrême. La paix, c'est un maximum. C'est différent. Donc, que les Ivoiriens comprennent et que les hommes politiques comprennent que quand on dit politique, la politique ne rime pas avec injure, avec grossièreté. Dans politique, il y a le mot police. Dans police, il y a civilité, civilisé. Donc, dans politique, il y a politesse, il y a courtoisie dans les mots, il y a élégance dans les actes. Une fois qu'on est configuré de cette façon, on comprend que, en fin de compte, l'indécence d'une parole, Ali, ça peut tuer la pertinence de votre parole. Votre parole peut être juste, mais son indécence et sa grossièreté, c'est pour ça qu'il y a un grand penseur ivoirien que je salue au passage, professeur Loboniezé, qui dit qu'il est des mots et des paroles comme des odeurs et des fleurs. Une fleur qui ne sent pas bon, un parfum qui ne sent pas bon, allez, on s'en éloigne. C'est pour ça que des paroles qui blessent, vous ne pouvez pas attendre du chef de l'État qui pose un acte de réconciliation quand vous lui demandez des choses, mais avec des injures et des grossièretés, avec discourtoisie. Je suis entièrement d'accord avec M. Charles Blé Goudé sur ce point. Charles Blé Goudé, je suis bien obligé de vous demander de prendre un engagement. Vous reviendrez, parce qu'il était prévu qu'on aborde des questions d'économie, de politique internationale. Malheureusement, nous sommes pas au terme. Moi, je suis à votre disposition. Très bien. Pour des questions qui engagent l'intérêt national. Et je suis à votre disposition. Je suis vraiment disposé dans l'esprit à aborder toutes les questions. Je suis à Abidjan. Vous pouvez m'inviter à n'importe quel moment. Je viendrai pour qu'on puisse donner une suite à cette émission. Mais pourquoi tu Très bien. Charles Blé Goudé, quand vous nous avez reçus à La Haye, vous avez dit ceci. Ensuite, avec le concours de la réalisation. En répondant à une question. Quand on veut être président de la République de son pays, c'est bien parce qu'on a quelque chose à apporter. Les jeunes Ivoiriens, vous avez dit les choses ont évolué, les jeunes de 2000 ont 22 ans aujourd'hui, beaucoup de choses sont passées derrière vous. Quelle est la valeur ajoutée que vous souhaitez vous apporter en tant que président de la Côte d'Ivoire s'il advenait que vous occupiez ce poste un jour? C'est d'ailleurs Souba.
vous me posez exactement la même question quand je serai en Côte d'Ivoire. Je prends rendez-vous avec vous. Quand je serai en Côte d'Ivoire, vous me posez exactement la même question. Mais c'est à l'étranger, c'est à l'autre. On serait en football qu'on aurait parlé de la VAR. Charles Blé Goudé, vous êtes à Abidjan, en face de moi. La valeur ajoutée, pourquoi vous voulez tant être président de ce pays? Qu'est-ce que vous ferez que les autres présidents n'ont pas fait? C'est la première fois que vous voyez un parti politique qui renonce à des élections pour la paix. D'abord ça, c'est une valeur ajoutée. Deuxièmement, beaucoup de personnes posent la question, quel est son projet? Il y en a qui pensent même me moquer. Un projet politique, ça se construit. En ayant fait l'inventaire de l'existant. Moi, je vais faire les choses autrement. Le comment, c'est la question que vous me posez. Je ne suis pas en campagne présidentielle. Là où je suis assis. Ça, c'est un report à nouveau. Là. Non, je suis pas en train de reporter tout à l'heure. Vous m'avez demandé est-ce que je reviendrai ici. J'ai dit volontiers. Mais je vous dis que je ne suis pas en campagne présidentielle. Tout s'interprète trop tôt dans ce pays. Je vous ai dit qu'un jour, je vais diriger ce pays. Je ne suis pas en campagne. Pour venir ici et puis déballer mon projet de société, parce que c'est ce qu'on me demande. Je travaille d'arrache-pied. Pour confondre ceux qui pensent qu'au Cogep, on ne connaît rien. Pour confondre ceux qui pensent que notre génération, elle est là pour accompagner. Nous préparons ardemment notre projet de société, M. Darasouba. Ce n'est même pas à vous que je vais l'exposer. C'est au peuple de Côte d'Ivoire que je vais l'exposer. À travers les médias? Mais bien sûr que ça viendra. Donc à travers nous? Bien sûr que ça viendra. Mais nous sommes en train de travailler. Et n'ayez crainte. Nous viendrons ici. Nous allons parler des grandes lignes de notre projet de société. Mais des élections qui ont lieu en 2025. Vous me demandez, moi maintenant, de m'asseoir là, pour vous dire, je vais faire ceci, je vais faire ça. Merci en tout cas de faire la révélation selon laquelle 2025 vous serez candidat. Non, je n'ai pas dit ça. Il dit des élections auront lieu en 2025. Des élections auront aussi lieu en 2030. Voilà, mais pour l'instant, je suis candidat à la date la plus proche. Vous y pensez à vos raisons tous les matins 2025? Oui, j'y pense pas pour moi-même. Pour qui? Mais pour le peuple de Côte d'Ivoire. J'ai dit, qu'est-ce qu'on nous réserve encore? C'est ça. Les hommes politiques sont forts, hein? Ah oui, dans la rhétorique. Qu'est-ce qu'on nous réserve encore, M. Darasouba? Vous savez, la vague d'eau qui vient perturber la vie sur la rive se forme loin en mer. Un leader doit anticiper. Chaque fois que je parle de paix, vous souriez. Moi, j'ai vécu des choses triples. Je vais faire les choses autrement, M. Darasouba. Mon projet de société, personne n'arrivera à m'impressionner, à fouetter mon orgueil. Pour que je vienne sur ce plateau, oui, tout de suite, voilà ce que... Non. J'attends mes contradicteurs. Ceux qui seront candidats face à moi. Quand je déciderai d'être candidat un jour, vous allez nous inviter sur ce plateau, on va parler. C'est projet contre projet. Moi, je ne parle pas dans le vide. Ils sont assis en ce moment, ils prennent note. Ils sont assis à oui. Très bien. Franck Stéphane, monsieur, s'il vous plaît, très rapidement, allez-y. Très rapidement. Oui. Moi, je pense qu'aujourd'hui, le peuple de Côte d'Ivoire attend beaucoup du personnel politique. En effet. Et je pense que, après, c'est une question d'appréciation, hein, mais je pense qu'il n'est pas déraisonnable de pouvoir dire à ce peuple-là, aujourd'hui, voilà les difficultés en face desquelles vous êtes. Nous, voilà les propositions que nous faisons, qu'on soit demain au pouvoir ou maintenant dans l'opposition, de sorte que ceux qui sont actuellement au pouvoir puissent s'en inspirer. Je pense que ce n'est pas gênant d'être force de proposition. Si tant est qu'on se bat pour ce peuple-là, parce qu'à la fin, que ce soit l'équipe actuelle qui réalise ce que vous proposez, mais si tant est que ça répond aux soucis pressants des populations, je pense qu'il n'y a pas de gêne à cela. L'autre chose, je me sens interpellé. Oui, on le laisse terminer. Je termine et puis vous allez répondre. Il termine rapidement. En 15 secondes, après, c'est à mon tour. Oui, bien sûr. Dans l'élément que vous avez présenté, vous lui avez posé clairement la question, M. Charles Blé Goudé, quel est votre projet pour valeur ajoutée, votre projet pour le peuple de Côte d'Ivoire? La réponse qui a été donnée, c'est que lorsque je serai en Côte d'Ivoire, je vous en parlerai. Ce qu'on entend, c'est que le COGEP est actuellement en train de travailler. Je pense que c'est de bon aloi aussi de dire, peut-être que j'avais pensé à un certain nombre de choses, mais j'essaie de confronter cela à la réalité du terrain et après, je vous ferai proposition de mes projets. Mais franchement, comme le ministre veut me mettre à l'aise, je vais le dévancer. On est au terme de l'émission. Je pense que il faut que ce n'est pas gênant de proposer, parce qu'il y a plein de sujets, je vous en fais une pile là-dessus. Absolument, on s'en souvient. Monsieur Darasouba, Oui, Charles Blé Goudé, allez-y. Je vais évoquer 3 points. Oui, allez-y. La question qui fait l'actualité juste avant que je n'arrivais, la question des docteurs qui ont été en prison. J'ai une proposition là-dessus. Dans mes recherches, je me rends compte que le ministère de l'Enseignement supérieur accorde près de 1,5 milliard à des heures complémentaires. C'est-à-dire, on donne cet argent à des enseignants qui sont déjà en fonction, avec des heures complémentaires. Pourquoi les heures complémentaires? Cela veut dire qu'il y a un besoin. Il y a un besoin. Mais ces heures complémentaires, c'est 8,5 milliard. Seulement la moitié. 1,5 milliard, vous avez Oui, 8,5 milliard. Seulement la moitié peut permettre de recruter seulement 400. Bon, malheureusement, on est au terme, sinon professeur Dion et docteur. S'il vous plaît, je n'ai pas compris. Je n'ai pas compris. Vous avez demandé un programme, non? Oui, bien sûr. Mais laissez-moi parler. Allez-y, parlez. Vous avez demandé un programme. Vous avez demandé ma réaction sur des sujets d'intérêt. J'ai aussi fouillé au niveau du ministère de la Santé. Je me rends compte qu'un budget a été dégagé. 730 milliards pour réhabiliter des centres de santé, pour construire des centres de santé, pour construire des CHU. Mais la pyramide sanitaire n'est pas respectée. Pourquoi je le dis? L'OMS dit qu'il faut au moins un centre de santé à moins de 5 km des populations. Pour rapprocher, pour désengorger les CHU.
M. Dassouba, la somme qui est dégagée de ces 130 milliards, c'est 63 milliards pour la réhabilitation des centres de santé pour construire. Mais dans ces 63 milliards, moi je pense qu'on peut aller loin. Selon eux, un centre de santé coûte 215 millions. Si on construit 1000 centres de santé, ça fait 215 milliards. Ça fait 30% des 730 milliards. Ça rapproche. Et ça désengorge parce que quelqu'un ne quitte pas sa cour pour aller directement au CHU. Il faut passer par ce qu'on a appelé les établissements sanitaires de premier contact. C'est cela. Ce sont les centres de santé ruraux, urbains ou communautaires. Il faut donc respecter cette pyramide-là. Nous, on aurait fait autrement, nous au COGEP. Vous allez même voir que dans l'enveloppe allouée dans l'assurance maladie universelle, l'enveloppe de fonctionnement des structures est même plus élevée que l'enveloppe allouée aux prestations. On peut inverser la courbe. Et pourquoi on est étonné après que la population ne se bouscule pas pour aller payer? Peut-être parce que les prestations ne sont pas à la hauteur des espérances. D'accord? Je veux qu'on discute ce sujet, mais je ne suis pas pressé. D'accord, très bien. C'est parce que je savais qu'on allait avoir un débat que je vous dis, je ne suis pas pressé. Invitez-moi ici, on va discuter. Moi, je ne suis pas un politicien qui vient ici pour faire des problèmes seulement. Hein. Je suis africain. D'ailleurs, vous n'en avez pas servi suffisamment ce soir. Les internautes en raffolent. Si vous devrez nous servir un proverbe, une figure imagée avant de nous quitter ce soir, ce serait lequel? Notre pays est un pays solide, qui a des potentiels, qui connaît des crises, mais elle reste la Côte d'Ivoire. Quelle que soit la force de la pluie, elle ne change jamais le plumage de l'oiseau. C'est très bien. Hein. Monsieur, non, nous sommes au terme de cette émission. Merci à vous, Dr Bangali Gédéon Ngouran, enseignant-chercheur à l'Université de l'Orunion Guédé de Dellois. Professeur Simplice Yodé Dion, merci beaucoup d'être venu. Franck-Stéphane Dédi qui a ses cartons en main, malheureusement, on n'aura pas les cartons ce soir. Voilà. Landry Couillot, merci d'être venu. Dr Arthur Banga. Promis de vous donner la parole. Après Franck. Est-ce que vous pouvez intervenir en 10 secondes? Vous ne pouvez pas, malheureusement. Si. Allez-y, 10 secondes. Rapidement, j'étais très touché par la partie émotionnelle. On va sortir de la partie émotionnelle avec le président Laurent Gbagbo. Merci pour ce message. Il y a longtemps que j'attendais ça de vous. Et vous l'avez fait aujourd'hui. Bravo. Mais quand on avait le côté personnel, la gauche est en nombre aujourd'hui. Il reste 5 secondes. La gauche n'est pas unie. Il y a plusieurs partis de gauche. Et vous, si le COGEP est encore à gauche, est-ce que vous ne pensez pas que c'est une grosse faiblesse? Je suis le premier à reprocher à Laurent Gbagbo de n'avoir pas assez fait pour la rassembler. Mais vous, qu'est-ce que vous faites pour que la gauche soit rassemblée? Parce qu'aujourd'hui, je pense que la gauche, pour parler comme mon ami, n'est pas en capacité de gagner les élections. D'abord parce qu'elle est divisée. Charles Blé Goudé, ce sera la réponse à cette question sera votre mot de fin. La gauche n'est pas en dehors de la société ivoirienne. Ce pays, lui-même, il est divisé. Il a connu une crise grave. Des plaies qui résultent d'une telle crise ne se pensent pas en un jour. Laurent Gbagbo lui-même a passé plusieurs années en dehors de ce pays. Moi aussi. Moi, je viens d'arriver, puisque c'est à moi que la question est posée. Laissez-moi cartographier au moins les mots que vous avez déjà cartographiés. Ne me jugez pas en 5 mois. On croit beaucoup en vous. J'ai fait 12 ans hors de ce pays. J'ai beaucoup souffert de ce que j'ai vécu. Laissez-moi le temps de me reconstruire. Vous attendez beaucoup de moi, aidez-moi à me reconstruire. Ensuite, on va résoudre les problèmes. Charles Blé Goudé.